uyuak turulap olgan sınnar ede jaylaklarına sınnar ede jaylaklarının sağırgazı yolları biz yollarız huvayna mölül. Bonjour à tous, Nicolas Desjardins, étudiant PhD médecine intégrative, neurothérapeute. Je suis en Suisse en ce moment. On est le magnifique glacier du lac Moiry, le glacier de Moiry, Samuel Coulon et Jean-Pierre Besse. J'ai 53 ans, guide de montagne, c'est mon activité principale. J'ai commencé à pratiquer les bains froids il y a maintenant 3 ans, inspiré par Maurice Daubard, inspiré par Wim Hof, inspiré par ses personnages, inspiré par Kneipp. Et c'est drôle, on est sur le lieu où j'ai commencé mes bains froids en rentrant de montagne et c'était en été et je trouvais déjà super dur. J'étais là en train d'essayer de me baigner dans cette eau. Et ensuite j'ai continué à pratiquer, j'ai un bassin derrière ma maison et j'ai commencé à faire les bains en septembre, dans le bassin, octobre, novembre. Après j'ai dit allez on continue, décembre, janvier, février. Et c'est devenu addictif et vraiment ensuite j'ai voulu partager ça. J'ai commencé à proposer des stages de bain froid, du yoga du froid, j'ai appelé ça. Et ensuite, on a eu contact avec Nicolas par ce biais-là. Et puis Nicolas venant en Europe, je me suis dit, bah, tiens, je vais l'emmener dans un lieu magique. On est en octobre, la température est fraîche, l'eau est à 6-7 degrés, elle est froide. On peut voir, il y a de la neige partout autour. Donc on va faire cette initiation pour Nicolas ici dans un lieu magique qui était aussi pour moi des premiers lieux où je me suis baigné. Moi Samuel, 43 ans. Ça fait environ 2 ans que j'accompagne des gens avec comme outil principal la respiration. Un outil qui, moi, a changé ma vie il y a 8 ans et qui permet justement de rendre les gens plus autonomes, voilà, c'est un outil qu'on a en permanence avec nous et moi je sous-estimais un peu le pouvoir de cet outil jusqu'à ce que j'essaye et que je ressente et que je comprenne ce qui pouvait se passer, ce que ça pouvait changer en moi. Et du coup, c'est quelque chose maintenant que je partage depuis 2 ans avec les gens et je travaille surtout sur la libération émotionnelle. Et j'utilise différents outils, entre autres, comme les neurosciences, les bains glacés aussi. Et comme notre ami Jean-Pierre, moi j'ai été inspiré par Wim Hof, par Maurice Daubard. J'ai eu la chance de faire un stage avec Maurice Daubard, qui est un personnage incroyable. Voilà, et ça a vraiment changé ma vie. Et je suis ravi que Nicolas, que j'ai rencontré via les réseaux sociaux, via Facebook ou directement on a échangé, c'était super agréable. Et voilà, pareil, j'ai vu qu'il était en Suisse, un petit message, ça devait un moment qu'on devait se rencontrer et puis il m'a gentiment proposé de le rejoindre ici et de partager ce moment. Ouais, voilà, exact. Donc complet hasard. C'est drôle qu'on se réunisse les trois. On peut dire qu'on a une certaine expertise au sujet soit de l'exposition au froid, soit de la respiration, de l'hygiène de vie. En fait, je pense qu'on vit tous. On a tous eu, peut-être pas nécessairement un parcours de maladie. Toi, tu as eu des hernies cervicales, je crois. Oui. Des trucs assez handicapants. Tu m'as parlé de douleurs épaules. Donc, on cherche par tous les moyens de régler des troubles inflammatoires. Puis on sait que la respiration, évidemment, on peut juste parler des mécanismes d'oxygénation cellulaire, ça va aider à évacuer les déchets. Si on parle des ions négatifs qu'on amène dans le système aussi avec la respiration, il y a un paquet de mécanismes comme ça qui aident. La circulation de la lymphe, on a besoin de la respiration aussi. Puis la lymphe, c'est un peu les vidangeurs dans notre corps, en fait, qui a un rôle de vidangeur qui va amener ça vers les ganglions, qui va permettre que ça soit excrété du corps. Donc, je ne sais pas pour quel motif vous avez commencé à faire ça exactement, mais on veut rester jeune longtemps, le plus longtemps qu'on peut, hein, puis on ne va pas dans la bonne direction, là, malheureusement. Moi, j'ai eu une maladie, en fait, auto-immune toute ma vie. Je sais que je ne crois pas me rendre à 80 ans, mais si je veux me rendre à 80 ans, il va falloir que je fasse un peu plus d'efforts qu'une personne qui est en santé toute sa vie. Donc, justement, on va vous présenter peut-être différentes techniques au niveau de la respiration. Aujourd'hui, on parlait un petit peu de concept aussi avant de vous mettre au bain. C'est un peu ce qu'on s'en va faire. Mais c'est pour tous. Moi, je sors, ça fait à peine 1 mois que je suis sorti de l'hôpital. J'ai passé 7 semaines à l'hôpital. 7, le chiffre 7. J'ai perdu 34 kilos, 74 livres. Donc c'est énorme. Puis j'ai repris à peine un peu plus que 10 kilos. Puis je suis quand même là. La dernière semaine, j'ai passé à l'hôpital, même si j'avais je rentrais dans la douche, puis je m'accrochais au mur tellement que j'étais faible. Puis j'ai quand même mis le froid parce que je me suis dit, mon corps en ce moment, si je veux qu'il sorte de cette léthargie-là,
j'ai besoin de le choquer, j'ai quand même besoin de le faire. Puis si je suis capable de le faire, puis je suis maintenant, un mois plus tard, je viens de monter une montagne à 2200 mètres d'altitude, puis là, je m'en vais me lancer dans une eau à 6 degrés. Bon, je suis encore, c'est pas fait, mais je pense m'en sortir, être vivant. Je crois que n'importe qui peut le faire. Puis c'est, souvent, on est paresseux ou on a peur, on a des mythes, des systèmes de croyances qu'on croit qu'on va se rendre malade à le faire. C'est pas ça qui nous rend malade, en fait. Le pas le faire, ça peut nous rendre malade, par exemple, selon moi. Il y a plus de chances qu'on devienne malade à pas le faire que le... En faisant rien du tout, ouais. Je donne un exemple. Dans ma chambre à coucher, habituellement, même l'été pratiquement, si j'avais pas une couverture au niveau de la gorge, un courant d'air, puis j'avais mal à la gorge le lendemain. Puis je réalise maintenant avec le temps que ça n'a aucun bon sens. C'est complètement à l'inverse. Maintenant, je peux dormir sans couverture, puis je ne suis pas malade. J'ai la fenêtre craquée en Suisse. En ce moment, il fait 3 degrés la nuit, puis j'ai pas mal à la gorge. Là. Donc, on a une mécanique vraiment impressionnante, le corps humain. On est fait pour subir des choses vraiment extrêmes. En fait, on est supposé de vivre dans le monde sauvage, de ne pas être assis, on est supposé être en position de squat toujours. On est paresseux, on est définitivement paresseux. On chasse plus, on va chercher notre nourriture dans un supermarché. Tout est devenu facile. Puis cette facilité-là nous rend de plus en plus fragiles et de plus en plus malades. Puis ça, seulement si on va au niveau de la qualité de l'air, les champs électromagnétiques, les pesticides, les herbicides, tous les produits, le niveau de toxicité a atteint des sommets inégalés. Puis c'est quoi la seule solution qu'on a facile? C'est peut-être de commencer à challenger notre corps, lui lancer des défis, le forcer à forcer l'évacuation des toxines, des déchets, augmenter notre quantité de lymphocytes. Puis ça tombe très bien parce qu'en ce moment, on est en période de COVID qui s'est axée sur la peur, sur le stress, sur... Bon, notre système immunitaire n'existe pas pour le COVID, existe pour les grippes par contre, c'est ce qui est drôle. Mais je suis dans l'optique que si on fait des expositions au froid, on va augmenter notre quantité de lymphocytes qui vont nous préparer notre corps à nous défendre. On va avoir une meilleure ventilation, donc on va évacuer plus de déchets, on va amener plus d'oxygène, ce qui est le problème au niveau du COVID, vers nos cellules. On va augmenter nos bêta-endorphines qui nous calment dans cette période de stress, de cortisol intense. Donc, il n'y a aucune raison valable de ne pas le faire, selon moi. Puis c'est sans jugement, mais on espère vous donner un peu la piqûre, la morsure du froid. Cette envie-là de reconnecter avec votre corps, votre potentiel, puis voilà, votre santé. Que dire de plus? Oui, je pense que pour moi, l'intérêt dans lequel je me suis mis dans les bains froids, la première chose, c'était de garder un corps en bonne santé, de récupérer, parce que je fais beaucoup d'escalade, beaucoup de sport, donc récupérer du sport. Et puis je me suis dit, l'hiver je skie souvent, j'ai froid, donc garder un corps plus performant. Donc c'est clair que si je mets doudoune sur doudoune, je vais skier, je me protège. Par contre, si je m'habitue à vivre un petit peu l'hiver, peut-être 10 minutes, un quart d'heure le matin, en enlevant quelques habits, en restant sur mon balcon, je vais rendre mon corps plus performant et plus fort. Et c'est d'arrêter de se protéger de tout, d'avoir peur de tout. Et l'eau froide, c'est un outil fabuleux parce qu'il est à portée de tout le monde. Ouais. Ici, en Suisse, on a de l'eau froide partout. Et tu ne peux pas tricher avec l'eau froide. Tu peux pas... tu payes cash. Donc, au moment où tu as décidé d'aller dans l'eau, tu y vas. Et si tu commences à tricher mentalement, tu vas ramasser. Tu vas commencer à trembler. Ce ne sera pas agréable. Donc le froid, je trouve que c'est un super cadeau qu'on a pour se soigner en fait. C'est Wim Hof qui disait ça justement, il dit le froid est votre ami. On le réalise à quel point c'est puissant. C'est vraiment, c'est un plaisir. Puis tu l'as dit un peu dans ton expérience, c'est devenu un peu addictif parce que c'est devenu addictif pour le système de récompense qu'on a au niveau de notre cerveau, hein, la dopamine, le défi qu'on se lance, puis qu'on réalise ensuite, qu'on fait hey, « je suis encore vivant ouais. ». Puis non seulement je suis capable d'aller dans des températures de plus en plus froides, je vois des bénéfices au quotidien, je vois que les autres, en même temps le côté égo, orgueil, les autres ont de la difficulté à le faire, puis pas moi, c'est valorisant quand même, puis il y a le plaisir à le faire aussi, mais on a aussi la cascade hormonale qui vient ensuite ouais. après. Ça, c'est... Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à avoir les douches de plus en plus froides à la maison, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Là, ce qu'on va faire, c'est un peu plus... c'est peut-être pas la chose à faire pour commencer, à moins que tu aies des bonnes techniques pour ça. Moi, je suis allé graduellement... Je vais te laisser donner ton opinion là-dessus. Là. Moi, je suis allé graduellement en baissant la température à la maison, mais je me rappelle que ça a dû vous arriver à vous aussi.
arriver au plus froid, puis je me challengeais à essayer d'avoir de plus en plus de temps sous l'eau froide, mais j'avais un sentiment d'euphorie, je me mettais à rire éventuellement sous l'eau, tu l'as vécu aussi. Puis là, on fait, bon, qu'est-ce qui se passe? Je ris, puis pourtant, j'ai quand même un sentiment de souffrance, une certaine souffrance, mais c'était tu sais, le défi, puis je me lance le défi d'aller plus longtemps sous l'eau. Moi, je te rejoins sur le côté dépassement, bon, c'est ce qui m'a emmené dans le froid, c'est ce côté, ce dépassement, être fier de soi, aller au bout de quelque chose. Par contre, ce que m'a apporté le froid, moi, on en discutait tout à l'heure avec Jean-Pierre, c'est vraiment une métaphore de la vie pour moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui luttent contre la vie, qui ne veulent pas l'accepter, qui veulent absolument aller contre, contrôler, etc. Bah, le froid, c'est pareil. Si tu luttes contre le froid, c'est très dur de rentrer dans le froid et de l'accepter parce que tu es déjà en stress, tu es déjà tendu. Alors que si tu l'acceptes, et ben ton bain, il se passe beaucoup mieux. Et après, effectivement, alors il y a deux écoles. Il y a les douches graduelles, où tu vas y aller doucement, tu vas commencer par 30 secondes et tout pour habituer ton corps. Mais moi je trouve, mais ça c'est mon expérience personnelle, je trouve qu'un bain est beaucoup plus facile qu'une douche. Un bain froid, quand tu ne bouges plus en fait, bah, c'est vrai que tu vas créer cet équilibre. Et moi j'ai encore toujours du mal, par exemple sous la douche, si elle est très froide à rester longtemps, il y a des jours où c'est beaucoup plus dur. C'est le retour sensoriel en fait, parce que la peau va toujours envoyer une information. La peau, si on regarde en embryologie, je le dis souvent, la peau devient le système nerveux et devient le cerveau. Donc si dès que quelque chose touche la peau, il y a constamment un retour que le cerveau doit se concentrer pour savoir s'il est en sécurité. Parce que la peau, c'est notre barrière contre l'environnement externe. C'est notre seule barrière sur le monde physique qui nous donne une impression de réalité. C'est d'ailleurs le seul sens, le toucher, que si on le retire de l'humain, l'humain devient fou. Les gens qui perdent le sens du toucher deviennent fous. Ils se laissent mourir. Exemple, on est assis sur une pierre en ce moment, on sent qu'il y a un certain froid, on sent la chaleur sur la peau du soleil, mais on sent aussi l'air, on sent la froideur, on sent plein d'informations constamment. Si on enlève ce sens-là, on est assis et on sent pas, on sent plus l'air, on sent plus rien, on sent plus les gens qui nous touchent. Les gens se laissent mourir. C'est fascinant de penser à ça. On peut perdre la vue, on peut perdre l'audition, on peut perdre plein de choses. Mais c'est le même principe. Si on va dans l'eau et qu'il est calme, le froid, on reçoit l'information au cerveau, le cerveau va s'ajuster, il va vouloir graduer sa température, mais s'il y a toujours un mouvement, quelque chose qui bouge, il va toujours être en reset. Puis c'est là que ça devient un exercice un peu plus complexe, là, selon moi, qu'un bain. Je pense que l'intérêt de la douche froide, c'est mentalement, ça t'oblige à faire le pas, quoi. T'es chez toi, tu te prends ta douche confortablement chaude, c'est l'hiver, tu dis ok, froid. Mentalement, tu dois dire je tourne. Je fais ou je fais pas? Allez, je tourne. Et là, tu ramasses. Après, ce qui est difficile avec l'eau froide, la douche, c'est que tu diriges ton. Mais je pense que pour faire le pas, d'aller dans l'eau froide, c'est un bon exercice. Je mets souvent aux gens qui viennent faire un stage avec moi, de leur dire quelques semaines avant, passez 30 secondes, après, essayez 1 minute, ça vous met mentalement ok, j'y vais. Je veux dire, c'est comme là, à un moment donné, on va devoir se décider d'y aller. J'y vais. Moi, j'aime bien, en fait, c'est trouver une espèce de calme intérieur et relâcher. Totalement vidé, totalement relâché. Et justement, dès qu'il y a une contraction qui se crée, bah, se focaliser dessus pour essayer de justement la détendre petit à petit et bah, par l'expiration, comme on va activer essentiellement le côté parasympathique, par l'expiration, essayer de relâcher le plus possible. Et dès que le froid, à un moment, je vois, il me fait réagir, et ben voilà, j'essaye de me focaliser dessus et de revenir. Et moi, contrairement voilà, justement à toi qui va faire des exercices et tout. C'est ça, c'est super dynamique en fait. La manière que je travaille, c'est complètement à l'opposé. Puis je vais vivre la première fois une forme d'abandon plus yin, on va dire. Là. Moi, c'est très yang comment je le fais. Il y avait ce côté mental où je cherchais beaucoup dans le mental à une époque. Et justement, pour moi, c'est un exercice très compliqué depuis au début de lâcher, d'accepter, de rien faire. Ça a été un exercice très compliqué pour moi qui sautait partout, qui avait beaucoup de colère, beaucoup de rage, des choses comme ça. Et ça, le froid me l'a appris parce que j'ai pas eu le choix. C'est intéressant. En fait, les deux sont pratiques. Là, la manière je le fais à la fin, je garde mon air, je bouge plus, puis je reste là, je fais plus d'exercice. J'ai un peu les deux. Mais le premier exercice que je fais, c'est un peu comme si en ce moment, on vit une expérience, puis là, je me ramène dans une époque qu'on est des hommes préhistoriques ou peu importe, que je me fais chasser ou qu'il y a quelqu'un qui me court après, puis que je dois traverser une rivière. C'est un peu ça, tu sais, on doit amener une charge, traverser, respirer rapidement. C'est bon, je pense, de travailler les deux. Puis après, l'espèce de relâchement, mais ça dépend aussi de vos objectifs. Si vous êtes une personnalité qui est toujours stressée, utilisez la méthode un peu plus comme il va faire, complètement détendu. Là. Moi, j'aime mieux, personnellement, j'emploie vraiment on expulse l'air. Parce que quand tu vas rentrer dans l'eau, ça va te prendre
Ouais. Donc c'est naturel. Là, vraiment, j'expulse l'air très fort. Et quand je rentre dans l'eau, gentiment, je laisse le souffle se calmer. Des longues expirations, des plus courtes inspirations. Mais d'abord, vraiment, j'expulse cet air. Et ça me met en route, c'est le parasympathique, ça me met en route l'action. Et je rentre dans l'eau. J'essaie aussi de garder une petite technique qui aide un petit peu à garder au chaud, c'est de garder les mains de côté des flancs là. Et juste être là, ça va garder cette chaleur. Parce qu'en fait, quand on va aller dans l'eau, toute cette partie ici va rester à 37 degrés. Ouais. Ça verrouille. Ouais. Le corps, il est super bien fait, quoi. Ouais. N'ayez pas peur, ça verrouille là. On aura froid partout, ça va piquer à la nuque, ça va piquer aux pieds. Et je verrouille et je reste calme. Après, ce qui est intéressant, c'est de ne pas dépasser sa capacité adaptative. Le but, c'est de vivre quand même cette expérience-là, puis d'y aller d'un côté de lâcher prise. Là. Mon corps a besoin de ce repos-là. Puis c'est un stress, oui, sur le coup, mais ça devient vraiment un puissant repos ensuite. Cadeau, oui. La sécrétion des bêta-endorphines est tellement puissante après. Le corps, il y a un lâcher-prise mental, physique. Tu acceptes cette morsure-là du froid. Puis le corps, on dirait qu'il tombe en une forme de léthargie qui bouge. Là, c'est là que tu peux pas être plus dans l'instant que ça. J'aimerais peut-être amener une touche un peu neuro à tout ça, là, parce que bon, c'est quand même mon mandat. On est en train de préparer une formation sur la respiration. Ce qu'on va faire, c'est de la respiration consciente. Okay? C'est de la respiration volontaire. On va contrôler avec des exercices de respiration notre mécanique de notre corps pour que les muscles travaillent en synergie. On va utiliser des techniques, on expire quand on veut. C'est pas comme là, je parle, puis inconsciemment, je reprends mon air. Puis ça, c'est les mécanismes de respiration autonomes. Ça se teste. On va faire une expérience avec notre caméraman en arrière, qui a un problème avec la respiration primaire. J'aimerais quand même ouvrir cette parenthèse-là parce que les gens n'en parlent jamais. La respiration primaire, c'est testable en neurothérapie comme on fait. On va aller chercher des ondes réflexes de l'hypothalamus, qui est quand même connecté à toutes les glandes du corps, qui va gérer des fonctions autonomes. On va aller chercher les méridiens en acupuncture pour voir s'il y a un organe qui bouge ou pas correctement là-dedans, parce que tout est rattaché avec des fascias vers les muscles, et c'est un travail de synergie. Quand le diaphragme bouge, il masse les organes. Si le diaphragme ne bouge pas bien ou un organe est coincé, il va tirer le diaphragme d'un mauvais angle. Il y a plein de choses comme ça de possibles. L'énergie du corps ne sera pas convenable. On va aller voir les centres respiratoires dans le pont puis dans la médule allongée qui va contrôler les muscles, en fait, au niveau de la médule. On a des groupes musculaires qui sont dorsaux et ventraux qui ne partent pas de la même région du tronc cérébral. On a dans les muscles qui vont être vraiment impliqués, on sait que le diaphragme, évidemment, c'est 70% de la respiration. Mais il y a aussi les psoas qui vont être reliés. Les psoas, il y a quelque chose, des piliers qui vont rattacher les psoas au diaphragme qui doivent travailler ensemble. On a les scalènes, puis on a les SCOM, sterno-occipito-cléido-mastoïdiens, au niveau du cou. Donc, eux autres, ils vont tirer les côtes pour l'effet d'expansion de la cage thoracique. Quand on respire, on va voir souvent les gens qui sont plus en parasympathique vont respirer beaucoup du ventre. Les gens en sympathique vont respirer beaucoup plus d'en haut. On va voir les stressés, les épaules toujours comme ça. Habituellement, on voudrait une respiration 3 dimensions, c'est-à-dire que le ventre grossit puis la cage thoracique élève. Donc, on respire un peu comme une méduse. Hein? On est supposé de respirer comme ça, à pleine capacité. On peut aller ensuite dans les échanges gazeux. Ça, je pense que tu peux peut-être nous dire un peu un truc là-dessus au niveau de le CO2 puis l'oxygène. Tu un peu de... On ne veut pas qu'avoir de l'oxygène, puis ni que du CO2. C'est une balance biochimique dans le corps qui est super importante, avant même qu'on parle au niveau de l'échange sanguin. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle l'effet Bohr. Donc, je ne veux pas arracher son prénom, parce que je ne me rappelle plus de son prénom, à ce monsieur. Mais son papa d'ailleurs, ils ont une famille assez importante, puisque son papa était sur la physique quantique. Et lui, le fils, Bohr, en fait, c'est le premier à avoir décrit déjà la zone mort au niveau pulmonaire. Okay. Et effectivement, il y a une zone, on n'arrive pas à la vider, nos poumons ne s'écrasent pas, il y a toujours un volume. Et Bohr, lui, a étudié en fait le fait que il faut cet équilibre justement entre CO2 et oxygène pour que l'échange gazeux se passe bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va consommer l'oxygène au cœur de nos cellules, on va créer de l'hydrogène, des ions hydrogène, et on va créer du CO2. Et ça va créer une acidification locale, par exemple l'acide lactique. Ouais. Et ce qui fait que cette acidification aide les globules rouges à relâcher l'oxygène. Il y a moins de familiarité entre l'oxygène, il y a moins de connexion entre l'oxygène et la globule lorsqu'il y a de l'acide.
Or, si tu hyperventiles, les gens pensent que tu respires mieux parce que tu respires de plus en plus d'oxygène, alors que du coup, tu réduis cet effet où tu vas chasser en permanence le CO2. Et ce CO2, du coup, bah, il se passe que si tu en as moins, tu relâches moins bien ton oxygène. Donc, cellulairement parlant, tu respires moins bien vu que tu relâches moins d'oxygène dans ton sang. Effectivement, le mécanisme du système nerveux autonome va vouloir rebalancer ça. Tu parlais d'homéostasie, super important. Mais s'il y a un problème, un dérèglement au niveau du système nerveux autonome, c'est-à-dire, bon, ça peut être des nerfs crâniens qui ne fonctionnent pas bien, un muscle qui a toujours une tension à cause de la posture, qu'ensuite il n'est pas capable de permettre la liberté du diaphragme ou d'autres choses, ça va créer quelqu'un qui va respirer trop d'un côté versus l'autre. Mais ensuite, ça, cette loop-là, ou des gens qui s'entraînent avec des masses de restrictions respiratoires, je l'ai fait, maintenant je ne le fais plus parce que c'est un blocage non naturel qui peut dérégler le système nerveux autonome. Il faudrait vraiment s'assurer que le système nerveux autonome fonctionne bien avant de faire ça. C'est super intéressant. Tu parles de ces trucs que... Oui, c'est ça. Okay. Puis on voit que quelqu'un qui est adapté en montagne à respirer de certaines façons, qui s'en va ailleurs, ben le système nerveux ça se réadapte, change. Puis ça, c'est super intéressant. On voit qu'il y en a qui deviennent plus performants, vont produire plus de globules rouges, qui vont transporter l'oxygène après dans le sang. Puis mais leur système nerveux s'est adapté à attirer de l'air en fonction d'une résistance externe différente. Parce qu'en fait, on est comme un système de soufflet. Hein? On va s'adapter à la pression de l'extérieur, puis notre pression interne va changer aussi. Donc, c'est ça qui est captivant. Ça s'entraîne, mais s'il y a un problème qui est là, puis qu'on continue à respirer, par exemple, j'ai vécu un trauma émotionnel, un accident, je suis tombé en sympathique, particulièrement une partie de mon tronc cérébral qui travaille plus fort, puis l'autre moins, un accident cardiovasculaire, n'importe quoi, ben je peux avoir un dérèglement de ce côté-là. Puis ensuite, ou un problème mécanique, ça peut être tout simplement aussi con que des cicatrices puis que les tissus bougent moins bien. Puis je continue à respirer, puis la tension de mon corps est différente. Donc, ça va créer une tension, une charge neurale qui va être différente, puis le tronc cérébral va se désadapter à ça. Puis j'aurais plus une respiration optimale. Puis c'est des choses qu'on ne parle pas assez, qu'on peut se forcer à respirer, mais il faut quand même aller voir un neurothérapeute ou un spécialiste là-dedans qui peut repermettre ça, cette normalisation du système nerveux. Moi, j'aime bien introduire une respiration yoga, parce que je fais du yoga depuis très longtemps. La première, c'est le yoga carré, comme ça, où tu inspires 4, tu bloques, t'expires 4, tu bloques à poumon vide 4, et puis ça, je mets un petit métronome comme ça, et tu comptes les temps, quoi. Ensuite, je trouve super intéressante la respiration Wim Hof. Elle est très simple. T'inspires. Power breathing. T'expires. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, tu reprends ton air au maximum. Et tu bloques. 30 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et après, tu refais un deuxième cycle. Et ça va te mettre dans une espèce de calme mental. Encore une. On bloque. Et juste après ça, on se change, plus de blabla, on va dans l'eau. Sınıylak turulab alğan sınnar ede jaylaqlarına sınnar ede jaylaqlarının sağırğazı yolları biz oynanır. Dedi külbüz turlağılğan Nezimada jaylaqlarına Yezimada jaylaqlarının Ediskizi yolları biz Huvayna bölür.
C'était génial. La tête dans l'eau, ça a été surprenamment plus facile que prévu. Endroit magnifique, super bien entouré avec nos autres amis spécialistes. Expérience que je vous conseille fortement de faire une fois dans votre vie. Sinon, vous manquez quelque chose. Hein? Une belle sécrétion de dopamine en ce moment et de bien-être. Super relax.